Adrien, votre invitée aujourd'hui? Elle est historienne, spécialiste de la Russie et secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Bonjour Hélène Carrère-Dancos. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. On en parlait ici même hier soir sur le plateau de 24 heures Pujadas. Vladimir Poutine va-t-il être assassiné? C'est en tout cas la prophétie faite par James Olson, c'est l'ancien chef du contre-espionnage de la CIA. Je le cite, « Je pense que Poutine va être tué parce que le peuple russe souffre. Il existe selon lui un fort courant d'opposition dans l'armée, dans les renseignements, parmi les oligarques. » Est-ce que vous partagez cette analyse? Vladimir Poutine risque-t-il d'être tué? Alors, je partage cette analyse, sauf sur la conclusion. Il peut être tué, il peut être écarté. Il est clair qu'il va se passer quelque chose à un moment donné. Et notamment, je dirais, tout son entourage, les gens qui sont en haut de la pyramide, ils ne vont pas supporter à un moment donné, si vous voulez, d'être entraînés dans la catastrophe. De voir la Russie affaiblie. De voir la Russie affaiblie, puis eux-mêmes de perdre leur poste. À titre personnel. Il faut être tout de même, je dirais, pragmatique. Les gens supportent ça mal. Il est clair qu'il a... Je ne sais pas s'il est sourd et aveugle à ce qui se passe, mais enfin, il conduit le pays dans une mauvaise voie. On voit ça en ce moment où il ajoute une espèce de mobilisation, de grande mobilisation en douce comme ça, et où il ferme les frontières aux gens jeunes. Enfin, absolument. Une volonté à la fois de durcir les règles de conscription et de préparer une éventuelle future mobilisation avec des règles extrêmement coercitives. On l'a vu encore ce matin. Oui, mais même il n'a pas besoin d'appeler ça une mobilisation générale. Il fait par petits bouts. Mais la fermeture des frontières aux gens jeunes, c'est insupportable. Ça s'ajoute au reste. Et il y a un vrai mécontentement. Mais qui aurait, on va dire, le pouvoir, la capacité à soit écarter, comme vous dites, soit assassiner Vladimir Poutine? Est-ce que ce sont, par exemple, les patriotes, nous dit James Olson, il dit les patriotes russes, vu les échecs sur le terrain militaire, pourraient avoir cette tentation. Je voudrais vous citer une autre politologue russe exilée en France, Tatiana Stanovaya. Elle s'exprime dans Foreign Affairs. Elle a dit, ce sont les Siloviki qui pourraient prendre le dessus, les élites russes qui pourraient commencer à paniquer à propos de son règne. Qui a cette capacité? Mais c'est ce que je vous dis, ce sont ceux qui sont en haut de la pyramide. C'est comme ça que ça se passe en général en Russie. À un moment donné, les gens ne supportent plus. Voilà. Alors, ça ne vient pas de... C'est pas le bon peuple, il peut pas se rassembler, bon, il peut faire des manifestations, mais ce sont ceux qui sont aux fonctions les plus prestigieuses qui, à un moment donné, se disent « Pourquoi est-ce qu'on va dans la catastrophe ?» C'est tout. Et ça, je pense qu'on sous-estime le mécontentement qui est en Russie. Nous vivons sur des sondages qui sont formels, qui sont faits par une très bonne institution. Levada, qui par exemple dit 82% de popularité. Bien, simplement, ça ne marche pas, ce truc-là. Ça ne reflète pas la réalité de votre Et il ne faut pas sous-estimer ce qui se passe, simplement, on sous-estime quelque chose, c'est la notion du temps en Russie. Le temps, c'est très important, et en Russie, n'oubliez pas que l'espace est immense, et que cet espace fait qu'on a une autre notion du temps que la nôtre. Ça veut dire que Vladimir Poutine est condamné d'ores et déjà, ou de votre point de vue qu'il peut encore réagir? Il y a une présidentielle l'année prochaine qui est prévue. Alors on peut se poser plein de questions. Est-ce qu'il peut annuler les élections? Est-ce qu'il peut aller plus loin encore dans l'autoritarisme, aller vers la dictature militaire? Est-ce qu'il peut purger ces élites dont vous parlez, ceux qu'il menace? Est-ce qu'il peut s'en débarrasser? Purger tout seul, n'oubliez pas tout de même qu'il suscite un fort mécontentement. Enfin, la vérité, c'est que tout le monde est menacé. Et surtout, une fois encore, les gens qui ont des positions de prestige. Parce que si tout s'écroule, c'est eux qui perdent les premiers. Hein. Je dirais que le type au fin fond de sa campagne, bon, ça passe à côté. Non, je ne sais pas comment ça se passera. Personne ne peut le dire. Les élections, c'est loin. Et je dirais que c'est le cadet des soucis de tout le monde. Hein. S'il se présente aux élections, il sera réélu, donc ça n'a aucune... Il n'y a pas de doute sur sa victoire. C'est pas ça qui compte. Non, ce qui compte maintenant, c'est ce qui se passe sur le terrain et les mesures qu'il prend à l'intérieur de la Russie qui sont impopulaires. Mais vous dites impopulaire et en même temps, vous rappeliez que Levada nous dit 82% de popularité. Oui, mais ça ne veut rien dire. En Russie, écoutez, vous téléphonez, là, ça se passe par téléphone, on sait comment ça se passe, les sondages. Les gens répondent aimablement, oui, c'est très bien, je suis d'accord, etc.
On a vu hier, Hélène Carrère d'Ancos, aussi les images d'Evgeny Prigojine, le fondateur de Wagner. On en parle souvent parce qu'on le connaît pour son intervention en tant que milice, en tant que financier, le soft power, la capacité à déstabiliser sur Internet les réseaux sociaux. Mais hier, il a une rencontre avec les représentants du parti Russie Juste pour la Vérité. Il se dit qu'il pourrait être tenté, lui, de prendre la branche de Saint-Pétersbourg, de ce parti-là, ce qui voudrait dire réellement mettre le pied en politique. Est-ce que lui peut faire partie des acteurs politiques qui demain joueront un rôle et qui peuvent jouer un rôle de substitution à Vladimir Poutine? Alors, il peut certainement jouer un rôle dans la déstabilisation. Être le rival, ça c'est une autre chose. C'est tout de même un voyou. Et le type qui va recruter en prison des soldats, c'est pas tout à fait populaire, c'est pas l'idée des Russes. Être un voyou, ça n'est pas une garantie, au contraire, d'accéder à la hiérarchie russe? Non, il représente une fortune, l'espèce de bâtiment qui s'est attribué à Saint-Pétersbourg est spectaculaire. Certainement, il fait partie de tous ces gens qui vont déstabiliser. Mais il faut que nous regardions ça avec patience, sans miser sur qui que ce soit, mais en nous disant que on peut avoir énormément de surprises. Et à un moment donné, où les surprises arrivent, n'oubliez pas, vous savez, à la mort de Staline, le pays c'était bien autre chose que la Russie, parce que Staline tenait autrement le pays. Entre parenthèses d'ailleurs, j'ai entendu sur ce plateau quelqu'un dire « Ah, Poutine c'est extraordinaire, on ne sait jamais où il va d'une demeure à l'autre, Mais Staline était comme ça, exactement. Il recopie le modèle. Staline avait un autre pouvoir que lui. Il n'empêche que quand Staline est mort, il y avait le type très fort qui était Beria. Eh ben, il a pris le pouvoir à un moment, puis il a été balayé. Il faut se dire que quand ça commence à craquer, ça craque vraiment. Mais ça craque de l'intérieur. Vous croyez pas, vous, au scénario où la déstabilisation viendrait de l'extérieur par une manipulation, par une intervention américaine? On sait que les Américains, par le passé, dans d'autres pays, ont réussi à déstabiliser, installer leurs opposants, leurs hommes. Ça n'est pas là ce qui peut se passer en Russie. Je pense qu'ils laissent faire, qu'ils regardent. Les Américains connaissent admirablement la Russie. Vous savez, Brzezinski, qui était un homme qui a eu un pouvoir extraordinaire et un pouvoir d'influence extraordinaire, qui a été tout de même le conseiller de président américain, Brzezinski avait dit, dans la fin des années 90, pour affaiblir la Russie définitivement, il faut se servir de l'Ukraine. C'est ce qui s'est passé. Bon. Et la guerre qui est là actuellement, c'est celle que Brzezinski avait prônée. Faire un coup d'État, je ne peux pas vous dire comment ça se passera. Ce qui est clair, c'est que la situation de Poutine n'est pas très désirable. Le fait est qu'aujourd'hui, il tient, pour le moment. Oui. Il est là. Comment tient-il? Quels sont ses moyens, ses ressorts, ses relais peut-être? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, son pouvoir reste stable malgré tout? D'abord, il y a une bureaucratie formidable. Il y a avant tout ce qui a été le KGB, qui est le FSB, les services de sécurité. C'est un homme qui vient de là, mais même les services de sécurité ne sont fidèles qu'aussi longtemps que c'est leur intérêt. C'est ça qu'il faut savoir. Simplement, une fois encore, j'insiste sur la notion de temps. Les Russes sont des gens prudents et on ne déstabilise pas comme ça. On n'agit pas dans la précipitation. On n'agit pas dans la précipitation, mais que quelque chose va arriver, c'est évident. Je ne sais pas quand exactement. Sauf miracle où Poutine rétablirait la situation militaire, etc. On ne voit pas très bien comment. D'ailleurs, il n'a pas l'air d'avoir un esprit d'initiative extrêmement développé. Bon, il est manifestement enfermé dans une espèce de schéma dans lequel il est complètement prisonnier, c'est-à-dire qu'il considère que sa guerre va très bien. Bon, elle ne va pas bien. Il se voile la réalité, bien sûr. Je voudrais vous citer, Hélène Carrère d'Ancos, les propos tenus sur ce plateau il y a quelques jours, à l'invitation de Darius Rojbin, par Gennady Goudkov, ancien membre du KGB, justement, ancien député de la Douma. Il disait « La guerre ne se terminera pas par la victoire militaire de l'Ukraine, la guerre se terminera quand le pouvoir de Poutine et le poutinisme prendront fin. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, pas tout à fait, parce que je pense que malgré tout, cette guerre dure. Et il faut tout de même pas oublier que les Ukrainiens supportent quelque chose de terrifiant. Les Ukrainiens, c'est pas simplement le président Zelensky, c'est chaque Ukrainien. Enfin, pour eux, c'est extrêmement dur. Et puis, ça déstabilise l'ordre international, nous le voyons très bien. Enfin, le monde a basculé
en Asie, tout est bouleversé à cause de cette guerre. C'est pas par hasard que le président Macron est allé demander au président chinois d'essayer de faire quelque chose. Tout le monde se dit qu'il faudrait essayer de faire quelque chose. Je ne sais pas là aussi comment on peut le faire, mais il est clair qu'il y a un moment donné où ça s'arrêtera. C'est très important ce que vous venez de rappeler, parce que effectivement, Emmanuel Macron, quand il va en Chine, il dit aussi, en parlant des futures négociations possibles, c'est le but de ce dialogue avec la Chine, consolider des approches communes. Est-ce que de votre point de vue, la Chine peut être un allié, peut-être un partenaire, disons, dans cette résolution du conflit? Est-ce que Xi Jinping en a, je ne sais pas, peut-être à la fois les capacités et l'intérêt? Je pense que la Chine a d'abord un intérêt, c'est que la Russie ne s'écroule pas dans cette affaire. C'est le problème de Xi Jinping, ça n'est pas exactement Vladimir Poutine, c'est pas une affection. Mais c'est pas une question personnelle. La Russie joue un rôle dans le paysage géopolitique asiatique aujourd'hui. Elle est nécessaire à la Chine, même si c'est un petit partenaire, c'est le junior partenaire, mais peu importe. Et il est clair que ce que Xi Jinping veut, c'est éviter à la Russie, c'est-à-dire à ce partenaire, l'humiliation totale. Bon, il sait véritablement traiter les problèmes. Il l'a montré dans l'histoire irano-saoudienne. Hein. À quel moment est-ce qu'il interviendra ou pas, on n'en sait rien. C'est tout à fait clair. Mais il parle tout de même de ce qu'il faudrait faire. Au fond, si vous voulez, d'une certaine façon, il y a deux crises actuellement. La crise à Taïwan, la crise potentielle, mais enfin qui bouillonne, et la crise ukrainienne. Ça arrange assez aussi Xi Jinping, à condition que la Russie ne s'écroule pas. Mais est-ce que Vladimir Poutine, forcément, écouterait le président chinois? Si Xi Jinping dit « il faut faire ci, il faut faire ça, il faut aller dans telle direction », est-ce qu'automatiquement le président russe obtempérera? Non, mais il n'obtempérera rien du tout, mais il y a un moment donné, on le forcera. Tout de même, il faut considérer qu'il n'a pas la mine d'un grand vainqueur, hein, et que c'est difficile. Il s'accroche à Xi Jinping. Il a besoin de s'accrocher à quelqu'un. Écoutez, il a réussi un exploit formidable. Il a dressé contre lui toute l'Europe. Et, je dirais, fait rejeter la Russie d'Europe. Toute l'histoire russe a été une marche vers l'Europe. C'est perdu. Toute l'histoire russe a été une marche vers les mers libres. Il a perdu, grâce à l'adhésion à l'OTAN de la Finlande et de la Suède, il a perdu le contrôle de la Baltique, la conquête de Pierre le Grand. La mer Noire, il a réussi à faire mettre sur la table l'histoire de la Crimée. Est-ce qu'elle est sur la table? Bon, c'est l'accès à la mer Noire. On ne peut pas dire que son bilan soit véritablement glorieux. Il est partout coincé. Mais il y a un moment donné où il sera bien obligé. Cela dit, il y a deux pays qui peuvent donner le signal. D'un côté, les Chinois qui peuvent faire pression sur lui, et de l'autre, évidemment, les Américains qui siffleront la fin de partie quand ils en auront assez. Et qui sont bien sûr ceux qui sont en première ligne aujourd'hui. Au-delà des États-Unis, de la Chine et Hélène Carrère-Dancos, il y a encore aujourd'hui des pays qui soit ont une certaine bienveillance pour la Russie, éventuellement ont voté contre les condamnations à l'ONU, ou alors au moins ne pratiquent pas les sanctions, ou voire pour certains fournissent des armes ou de l'aide de manière plus ou moins discrète. On peut en citer, il y a la Serbie, la Turquie, le Kazakhstan, l'Égypte, on le disait encore il y a quelques heures. Pourquoi ces pays le font-ils? Est-ce que là, pour le coup, c'est une question de relation personnelle à Vladimir Poutine, de relation historique à la Russie, ou de pur intérêt économique les concernant? Non, mais pas du tout, ça. Vladimir Poutine, c'est un des problèmes de personne. Ce n'est le sujet de personne. Et je dirais qu'il est certainement vu d'un œil très sombre, à peu près par tous les gens avec qui il traite. Non, le problème est ailleurs. Le monde a basculé. Le monde a basculé et il s'est divisé. Et il était dominé par les États-Unis depuis la fin de la guerre froide. Actuellement, il y a un bloc, ce qu'on appelle le Sud, etc., tout ce que vous voulez. Ça n'est pas un bloc, ce n'est pas des alliés. Ce sont des pays qui en ont assez. Je dirais qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Et qui disent stop à l'hégémonie occidentale américaine. Qui disent maintenant, nous suivons notre destin. Je cite, j'ai déjà cité sur ce plateau, mais je le recite, le livre de l'ambassadeur Gourdeau-Montagne. Tout à fait. Les autres ne pensent pas comme nous. Ce sont des pays qui en ont assez qu'on leur dise vous devez adopter nos valeurs, vous devez faire comme nous, vous devez voter comme nous. Non. Vous savez, ça remonte à loin.
Ça remonte au début du XXe siècle. On n'a pas fait attention. En 1904, le puissant empire russe a été battu par le Japon. Et vous savez quel a été le commentaire dans toute l'Asie? Dites-nous. Le commentaire, ça a été un pays blanc a été battu par un peuple de couleur. On n'a pas... Regardez vos livres d'histoire. Je suis sûr qu'à l'école, on ne vous a jamais appris à quel point ça a été un ébranlement. Donc on n'a pas voulu voir que la fin de l'Occident était advenue. Elle était advenue déjà. Et elle s'est répétée à Bandung, elle se répète maintenant. Bon, ce sont des très grandes civilisations. La civilisation chinoise est une civilisation formidable qu'on a humiliée. Je sais que c'est mal de dire l'humiliation, on n'en parle pas. C'est un facteur de politique étrangère extraordinaire. Les Chinois ont été humiliés au XIXe siècle par les traités inégaux, alors qu'ils ont une civilisation incroyable. Eh bien, aujourd'hui, ils lèvent la tête et ils nous regardent de très haut. Alors justement, vous faisiez allusion tout à l'heure à la situation en Taïwan et aux propos du président de la République. Je vais les rappeler. Il est très critiqué pour avoir dit, en marge de son retour de Chine, je le cite, que le paradoxe serait qu'au moment où nous mettons en place les éléments d'une véritable autonomie stratégique européenne, nous nous mettions à suivre la politique américaine et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise par une sorte de réflexe panique. Ça fait même dire à l'ancien président américain ce matin qu'Emmanuel Macron lèche, je vais m'épargner le mot, mais le postérieur, l'arrière-train de Xi Jinping. Est-ce que vous partagez, vous, cette analyse du président français? Il nous dit en substance qu'il faut une sorte de, peut-être pas d'équidistance, mais au moins de distance entre les États-Unis et la Chine. Non, mais ce qu'il veut dire, je crois. Et je pense qu'il a eu raison. D'abord, il a eu raison d'y aller. Parce qu'il se dit qu'il faut essayer tout de même de se mettre... Je dirais que l'Europe, en tout cas la France, soit présente quelque part dans le règlement qui aura lieu à un moment donné. Voilà. Ce qu'il a voulu dire, je pense, mais je ne suis pas son interprète, c'est au fond qu'il faut à tout prix que nous ayons une politique qui prenne en compte d'abord les intérêts européens et pas seulement les intérêts américains. Et ils sont différents. Ben, évidemment qu'ils sont différents. Les États-Unis ont été, à la fin de la guerre froide, l'ordre a été dessiné par les États-Unis. Ça a été la seule superpuissance. Et je dirais que ce qui se joue en ce moment est le résultat de cette superpuissance. Bon, mais l'Europe, malgré tout, on essaye de sauver quelque chose. Mais parce que dans ce glissement... Non, mais dans ce glissement... Écoutez, les Américains, les États-Unis, c'est une puissance du Pacifique aussi. Donc, ils sont dans la partie qui se joue. Mais si demain, l'Europe est coupée de tout, si l'Europe, c'est une petite Europe, avec juste la nouvelle Europe, la Pologne, etc., et nous, comment est-ce qu'on se fait traite avec le Pacifique? Où est-ce qu'on est? C'est ça qu'il veut dire. Il suffit de regarder la carte pour comprendre que nous serons un îlot complètement isolé dans un monde qui se jouera ailleurs. Et au fond, ce qu'il essaye de faire, alors, je dirais que c'est peut-être... c'est un chevalier, je dirais, d'une autre époque, qui se dit, malgré tout, je vais réussir à parler au nom de mon pays, au nom de l'Europe. Peut-être est-ce un peu naïf, mais néanmoins, il essaye. Il est président de la République française. La République française a adopté l'Europe. Il essaye de jouer ce jeu. Quand il parle de troisième pôle que l'Union européenne pourrait incarner entre la Chine et les États-Unis, est-ce que ça peut être un pôle à équidistance des États-Unis et de la Chine? Ou est-ce que naturellement, nous n'avons pas, malgré tout, vocation à être plus proche des États-Unis? Non, on reste malgré tout proche des États-Unis parce qu'il y a cette notion occidentale à laquelle nous appartenons. Et malgré tout, nos destins sont liés, pas depuis très longtemps, mais enfin, nous avons aidé à l'indépendance américaine, les États-Unis se sont battus avec nous. Nous avons l'OTAN, c'est tout de même une invention américaine. Et après tout, l'OTAN, c'est ce qui est, je dirais, la forme de défense de l'Europe. En plus, le président Macron est tout à fait lucide sur une chose, c'est que l'Europe est aujourd'hui deux Europes. Notre petite Europe dans laquelle nous sommes ici, et puis la nouvelle Europe, avec la puissance montante de pays comme la Pologne, et qui, eux, sont pro-américains à mort. Donc là aussi, il faut trouver un compromis avec tout le monde. Le président français a aussi beaucoup été critiqué pour sa volonté de parler avec Vladimir Poutine. Il l'a redit, je pourrais parler avec Vladimir Poutine s'il y a des progrès dans les négociations avec l'AIEA. Mais il dit aussi, certes, le temps n'est pas aux négociations, mais on les prépare, il faut planter des jalons. Est-ce qu'aujourd'hui, de votre point de vue, il y a des jalons à planter? Et lesquels, le cas échéant? Comment on prépare cette négociation? Je crois que ça n'est pas est-ce qu'aujourd'hui il y a. Toujours dans les guerres, il faut parler.
il faut parler aussi longtemps qu'on peut. Vous savez, dans la guerre de 14, il y avait un type formidable qui était le prince Six de Bourg-Montparnasse, mais il essayait d'arriver à obtenir une paix séparée. Il était tout seul, on lui crachait dessus. Il n'y a pas d'autre moyen que de parler pour arriver à préparer à un moment donné une discussion et savoir à peu près comment y aller. Alors, c'est vrai qu'il est isolé, c'est vrai qu'il est critiqué, mais malgré tout, il fait ce qu'il peut. Merci beaucoup, Hélène Carrère d'Encausse, d'avoir été notre invitée ce matin. C'était passionnant.